Avec le lieutenant-colonel Philippe Besson, très heureux de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Ça fait presque 20 ans qu'on se connaît maintenant. Oui. Voilà un métier qui fascine, voilà un métier utile et nécessaire dont on a besoin au moins une fois dans sa vie. Toutes les familles font appel aux pompiers au moins une fois dans leur vie. Comment vous définiriez aujourd'hui le métier de sapeur-pompier ? Mais on est devenus des techniciens des différents risques et des spécialistes un peu du secours à personne, puisqu'il y a quelques années, les pompiers, c'était la grande échelle, les incendies, les choses ont beaucoup changé. Il n'y a que 7% de notre activité qui concerne les incendies. On va en parler. Encore, j'englobe tout, hein, les feux de cheminée comme les feux de voiture dedans. C'est ça. On fait 80% d'intervention pour porter secours aux victimes. 248 000 sapeurs-pompiers en France, c'est énorme. Et pour autant, il y a 38 865 femmes qui sont sapeurs-pompiers, 79% de volontaires, vous le voyez, il y a 16% de professionnels et 5% de militaires. Oui. Et les militaires, c'est Paris et Marseille. Est-ce que vous ressentez des difficultés à recruter ? C'est certain. On ressent des difficultés à recruter des sapeurs-pompiers volontaires qui aient de la disponibilité, notamment en journée, parce que l'activité principale se porte sur la journée. Donc le soir, la nuit, les week-ends, on arrive à avoir des sapeurs-pompiers volontaires disponibles, mais en journée, on a de très très grosses difficultés. Et il y a une baisse de l'effectif des volontaires en France. C'est inquiétant ? C'est très inquiétant parce que, comme vous l'avez dit, 80% des effectifs reposent sur les sapeurs-pompiers volontaires. Et la sécurité civile en France repose principalement sur les sapeurs-pompiers volontaires, que ce soit en Haute-Vienne ou dans tous les autres départements au niveau national. Bien sûr. Voyez ce qui suit, et puis ensuite, mon colonel, j'adore dire ça, c'est pas tous les jours qu'on dit mon colonel, répondra à vos questions. Attention, devinette, si je vous dis, ils sont les héros des enfants, le fantasme de beaucoup, les gendres idéaux des vieilles dames et surtout un modèle de force et de courage pour tous. Vous pensez bien sûr aux pompiers et vous avez raison. En France, on compte 248 000 sapeurs-pompiers et parmi eux, 80% sont pompiers volontaires. Classe! Il y a deux catégories de pompiers. Premièrement, les pompiers dits civils, embauchés par le ministère de l'Intérieur. Ils regroupent les professionnels qui sont des fonctionnaires territoriaux. Parmi eux, on trouve les volontaires qui cumulent cette activité avec un autre emploi. Deuxièmement, les pompiers militaires qui travaillent pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou pour le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Le nom pompier désigne initialement le mécanicien spécialisé dans le fonctionnement des pompes, comme la pompe à incendie, d'où le fait que leur fonction première soit de stopper un feu. Mais leur champ de compétences ne s'arrête pas là. Ils sont aussi formés pour faire face aux inondations, aux accidents de la route et pour administrer les premiers soins. Et quel que soit le contexte, montagne, mer, site industriel à haut risque, chimique ou nucléaire, bref, ces gars et ces nanas sont partout, parfois au péril de leur vie. Ça vous étonne que je parle de filles ? Eh bien, figurez-vous qu'un pompier sur 6 est une femme. Mes hommages, mesdames. Enfin, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ces combattants du feu sont certainement trop qualifiés pour votre rhume persistant. Alors arrêtez de composer le 18 pour tout et n'importe quoi. Après tout, il n'y a pas le feu au lac. Alors sur ce dernier point, lieutenant-colonel Philippe Besson, oui. On va s'arrêter un instant. 4 600 000 interventions en 2017. Les interventions se font essentiellement par des personnes qui appellent le 18 aussi. Une intervention toutes les 6,8 secondes en France, c'est énorme. Est-ce qu'il y a parfois chez vous le sentiment d'être appelé, j'allais presque dire dérangé, pour des faits qui ne devraient pas arriver chez les pompiers? Oui, beaucoup. Et d'ailleurs, ça entraîne parfois de la démotivation pour certains sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels d'ailleurs. Parce que faire des interventions à caractère social, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais il faut peut-être trouver d'autres moyens que les sapeurs-pompiers qui sont là, spécialisés plutôt pour des actions d'urgence, pour des urgences vitales. Donc intervenir pour des opérations simples qui ne sont pas des urgences vitales, pour un doigt coincé dans une porte alors qu'il pourrait y avoir une ambulance privée ou un autre moyen de secours, c'est très embêtant parce que ça nous détourne de notre mission primaire qui est vraiment l'urgence. Et ça nous pose de grosses Si dans le même temps vous pouvez être appelé pour sauver des vies, en fait vous êtes en train d'amener quelqu'un qui est juste coincé un doigt. Exactement, et puis ça pénalise la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires qui vont devoir quitter leur emploi, quitter leur activité professionnelle pour aller porter secours pour une urgence qui n'est pas une urgence. En fait c'est à nous de nous prendre en main et de changer nos habitudes, évidemment, quand Exactement. On appelle les pompiers. Alors, on a parlé de la vocation. Vous voyez, cette question pour vous, forcément, vous allez la trouver intéressante à la maison.
Je m'appelle Nicolas, j'habite à Dax dans les Landes et j'aimerais savoir s'il était possible de devenir sapeur-pompier volontaire en même temps que ses études et si ça va être compatible par rapport à l'emploi du temps qui est assez chargé. Voilà, bonne journée, au revoir. La question de Nicolas est intéressante. Faire ses études, devenir pompier volontaire, oui, non, compatible ou pas? C'est compatible, c'est tout à fait possible, puisqu'on a déjà des étudiants qui font partie des sapeurs-pompiers volontaires, que ce soit à Limoges ou en Haute-Vienne, ou dans d'autres départements. Mais comme je vous le disais précédemment, la priorité pour nous, c'est vraiment de développer la disponibilité en journée. Donc, on acceptera les étudiants parce qu'ils ont une disponibilité le soir, le week-end, pendant les vacances scolaires ou pendant certaines périodes, donc il n'y a pas de souci. Mais on porte vraiment notre priorité sur la disponibilité en journée, où on a vraiment le pic d'activité en fait. Quelle formation, si justement il a envie de suivre cette voie-là, va-t-il devoir suivre? Alors déjà, pour être sapeur-pompier volontaire, il lui faut une aptitude physique et médicale, donc il y a des prérequis, ça, c'est un prérequis vaccinaux qui sont indispensables, et sans ces prérequis, on ne pourra pas accepter son dossier. Et ensuite, il faut qu'il prenne contact avec le service départemental d'incendie de son département pour se porter volontaire, pour devenir sapeur-pompier volontaire. Il n'y a pas d'épreuve particulière, c'est un engagement. Il faut qu'il s'engage à suivre des formations qui sont échelonnées sur 1 à 3 ans en fonction de sa disponibilité. On va dire en gros 10 jours par an, avec le premier module qu'on appelle un module transverse, qui permet d'avoir une première culture en fait, sur le secours à personne, sur l'incendie, sur les opérations diverses. Et ensuite, il va entamer les formations de secours aux personnes, de l'incendie, pour devenir après complètement opérationnel. Voilà, vous en savez plus sur la formation, 10 jours par an sur 3 ans, hein, c'est ça, ou on peut le faire en 1 an, si on est disponible évidemment. Et puis peut-être que si vous êtes étudiant, c'est mettre un doigt dans l'engrenage, un pied dans la porte entrouverte, et puis ensuite quand vous avez un emploi, peut-être être là plus disponible en journée. Ça se passe aussi parfois aussi comme ça, la vocation, mais vous le disiez, les secours d'urgence aux personnes, c'est quasiment 8 interventions sur 10. Oui. Finalement aujourd'hui, quand on pense pompier, on pense aussi à incendie, ça n'est que 7%, 7 interventions sur 100. Tout à fait. C'est très peu. C'est de moins en moins, c'est très peu. D'ailleurs, donc, ça veut dire quand même qu'il faut poursuivre les formations dans ce domaine-là. Mais oui, il ne faut pas lâcher. On n'a pas l'habitude de faire, et difficile après à accomplir lorsque ça arrive. Donc, on est très spécialisé dans le secours aux personnes maintenant, oui. Et puis il y a les opérations évidemment spéciales pour lesquelles on peut faire appel aux pompiers. Vous êtes venu avec 2 casques sur ce plateau. J'aimerais qu'on les détaille. On va commencer par ce casque blanc qui est à côté de vous et devant moi. Dans quel cas vous l'utilisez ? Alors c'est plutôt des interventions, on va dire, en extérieur, qui ne concernent pas des incendies d'habitation, où c'est l'autre casque. Par exemple, pour des feux de végétation, des feux de forêt, ou des interventions de sauvetage et déblaiement, des interventions de secours en milieu périlleux, par exemple. Le matériel a énormément évolué. Moi, je me souviens des tenues de pompiers qui arrivaient à l'école pour nous parler du métier de pompier. La grosse veste en cuir, très lourde, avec des mouvements qui parfois n'étaient pas souples et pas amples. Là aussi, votre métier a évolué, mais vos tenues, le matériel a permis d'évoluer les choses. Beaucoup évolué. On est passé du casque en acier, qui conduit l'électricité d'ailleurs, à la veste en cuir très lourde quand elle était humide, à la veste en textile, au casque. Mais alors voilà, parce que là, en fait, c'est extrêmement léger. Oui. Ça, c'est à la couleur du métal des casques d'avant. Mais c'est beaucoup plus confortable, j'imagine, pour vous. Il en existe d'ailleurs de différentes couleurs maintenant. Je vous ai mis la lampe également, puisqu'on est équipé d'une lampe qui peut rester à demeure sur le casque. Vous avez l'écran par flamme, ça qu'on avait déjà. Non, les choses ont beaucoup évolué. Et d'ailleurs, dans les années qui viennent, ça va encore évoluer avec certainement des casques qui seront connectés, avec des caméras thermiques qui seront intégrées dans la visière du casque, pour permettre aux pompiers qui rentrent dans les incendies d'avoir tout de suite les informations de température et peut-être localiser une victime qui est dans la fumée qu'on ne voit pas comme ça. Alors justement, puisque vous parlez d'intervention, je voudrais qu'on voit quelques images d'intervention de pompiers et je voudrais qu'on aille un petit peu sur le terrain personnel. Ça fait maintenant longtemps que vous exercez ce métier, vous avez fait beaucoup de formations. La transmission, c'est indispensable dans le genre, voilà, on voit des incendies, des choses comme ça. La transmission, transmettre un savoir-faire, quand on est pompier, ça va au-delà de l'entraide. C'est très important, oui. Il faut absolument que dans le groupe, on va dire, il y ait de la cohésion et que les anciens transmettent aux plus jeunes leur savoir-faire, leur expérience, parce que tout ne s'apprend pas dans les bouquins. Donc, il y a une expérience de terrain qui est très importante. Il y a des petites choses qui ne sont pas indiquées dans les livres et qu'il faut que les anciens expliquent aux nouveaux. Il y a des choses à ne pas faire, il faut quand même faire attention. Parce que sauver des vies, oui, mais pas au risque de perdre la vôtre, évidemment. Non. Et tout ça, ça s'apprend aussi. Il faut pas se protéger, protéger les autres. Il faut d'abord savoir se protéger pour aller porter secours, parce qu'un pompier est mort avant d'aller porter secours, c'est quasiment un échec, on va dire. Hein. Il faut aller au bout de la mission pour aller secourir la victime. Donc il ne faut pas se mettre en danger soi-même, il y a des précautions à prendre.
Et puis après, il faut aller porter secours dans de bonnes conditions. Puis chaque situation est différente. Oui, bien sûr, chaque situation. Il n'y a pas une intervention qui soit la même. Il n'y a aucune mission qui est identique, il faut savoir s'adapter. Je pense que l'adaptation, c'est le mot-clé. Alors, il y a quelque chose d'assez fascinant dans votre parcours, c'est que vous avez décidé de créer une ONG qui sont les Pompiers de l'Urgence Internationale. Oui. C'est une ONG hors du commun qui intervient sous mission de l'ONU. Il faut nous présenter cette ONG pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, mais quand il existe des tremblements de terre, des catastrophes naturelles dans des pays étrangers, vous êtes capable de mobiliser plusieurs dizaines de pompiers, de partir en une dizaine d'heures sur ces missions-là. C'est ça, les pompiers de l'Urgence Internationale. On a fait le choix, il y a maintenant 15 ans, puisqu'on fête cette année nos 15 ans d'existence, on a fait le choix de s'investir bénévolement pour un peu prolonger notre activité de pompier français, on va dire, mais sur un terrain international. Et on tenait absolument qu'il n'y ait pas de notion d'argent, de rémunération, donc c'est du bénévolat complet que nous faisons. On recueille maintenant, au départ on était 5-6 sur Limoges à créer cette structure. Et maintenant, nous sommes 120 et on augmente quasiment tous les mois. C'est dans toute la France. C'est dans toute la France. Maintenant, on draine des sapeurs-pompiers de Monaco, de Nice, de la Bretagne, de la région parisienne, d'Orléans. Ça vous rend fier ? La France. Je suis assez content, oui. Je suis assez content. Parce que ça fait 15 ans maintenant que ça dure. Oui, 15 ans. 15 ans, 200 missions, 20 000 vies sauvées. Est-ce que quand vous vous couchez le soir, vous vous dites, voilà, il y a des cœurs qui battent quelque part sur la planète parce qu'on est intervenu ? Ça m'arrive d'y penser, oui. On est très fiers. On est surtout très fiers d'avoir été et d'être toujours la première équipe française non gouvernementale à obtenir la classification par l'ONU, parce que c'est pas un cadeau. C'est pas facile à obtenir, c'est remis en cause tous les 5 ans. C'était le cas ce week-end, C'était le cas ce week-end. On a fait un entraînement en présence de notre mentor, c'est-à-dire que l'ONU demande à ce qu'un mentor nous accompagne pour vérifier qu'on est apte à se présenter à la reclassification de l'ONU, qui aura lieu en 2020 en Suisse, avec 200 sauveteurs, toute une mise en scène d'un tremblement de terre. Mais rassurez-nous, l'ONU se rend compte de votre savoir-faire, de ce que vous faites, et quand on voit les missions qu'ils vous confient, ils apprécient votre travail, parce que qui d'autre pourrait l'effectuer ? Ils apprécient notre travail, et je pense qu'ils apprécient, c'est surtout notre dynamisme et notre activité, quoi. On ne se prend pas la tête, on reste humble, mais ils voient bien qu'on a des activités multiples dans le monde entier et qu'on est très actifs. Donc ils ne nous font pas de cadeaux, c'est-à-dire que pour nous, comme pour les Américains, les Japonais ou les Allemands ou les Suisses, c'est la même classification. Mais par contre, ils nous apprécient particulièrement parce qu'on est des Français. Bah oui. Je crois que leur mission, ça va au-delà du bénévolat, parce que lorsqu'ils font des déplacements, il vous arrive, je crois savoir, que vous payez les frais parfois de déplacement, d'hébergement et tout. Hein. On finance tout. Le matériel, qui est d'ailleurs basé à Limoges, prêt à partir, l'habillement, tout est financé, et le transport aérien, et on n'a pas toujours des facilités, y compris par des compagnies nationales. C'est bien de le dire, c'est bien de le rappeler, parce que voilà, quand on parle d'entraide, d'humanité, de solidarité, en gros, Air France ne vous offre pas les billets, c'est vous qui les payez, autant le dire clairement. On paye les billets comme des touristes. Comme des touristes qui partent, alors que vous allez sauver des vies. On aurait tous à gagner, être un petit peu plus solidaires quand même dans ces cas-là. Si vous voulez aider les pompiers de l'Urgence Internationale, vous allez sur le site, tout est expliqué, bien sûr. Et si vous les croisez, vous pouvez discuter avec eux, vous allez voir, ça peut faire naître là aussi des vocations, parce que 20 000 cœurs sur notre planète battent, parce que des pompiers de l'Urgence Internationale sont allés dans ces pays-là sauver des vies. Alors à quoi ça ressemble une caserne de pompiers ? Parce qu'évidemment, on passe devant, on est fasciné, parce qu'on voit les camions qui brillent et tout cela. Eh bien, Jean-Marcel Joncart a eu la chance de visiter les coulisses de la caserne de Limoges. Vous allez voir, c'est surprenant, c'est fascinant. Et là encore, on a 12 ans et demi quand on voit ces images. Rassurez-vous, aucun pompier n'a tenté de geste de désespoir ou n'a été blessé durant ce tournage. Non, il ne s'agissait que d'un exercice avec harnais. Des exercices théoriques ou pratiques quotidiens quand les incendies ne représentent plus que 8% des missions des pompiers. Et c'est ainsi que, paradoxalement, loin des clichés de ruches, d'urgence, de bruit que l'on pourrait avoir de la vie de caserne, les journées s'écoulent au rythme d'une routine rodée, cadencée par les interventions, forcément aléatoires. On a entre 16 et 18 pompiers
2 gardes par jour, un tout petit peu moins la nuit, plus ceux en activité annexe comme la formation, etc. 2 régimes de travail sont en cours chez nous, chez les sapeurs-pompiers. Soit le 24-48 pour les personnels qui sont logés, donc une journée de garde de 24 heures qui est suivie de 48 heures de repos, ou le 24-72 pour les personnels qui sont plus anciens, qui sont non logés, donc 24 heures de garde et 72 heures de repos. La journée démarre à 7h30, à 8h l'ensemble des personnels se rassemble. Ensuite, les engins sont vérifiés, chaque engin, tous les jours. On vérifie l'état, la propreté, le fonctionnement des matériels. Ensuite, on a une séance de sport obligatoire et encadrée pour que les sapeurs-pompiers de garde restent en forme, en bonne condition physique. Puis ensuite, la fin de la matinée est réservée à la manœuvre, à la séance d'instruction. Soit thématique principale incendie, soit, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, plus du secourisme, du secours d'urgence à personne. Ensuite, la pause médiane est réservée au repas. Et puis l'après-midi, l'entretien des locaux, un travail dans les services, puisque chaque sapeur-pompier n'attend pas l'intervention, mais chacun va qu'à ses occupations, soit pour gérer la formation du centre de secours, étudier les plans des établissements répertoriés, entretenir le matériel, tout bêtement. Et puis aux alentours de 17h, une deuxième séance de sport est organisée pour l'ensemble des personnels. Alors débute une nouvelle attente, celle de la nuit et de ses éventuelles sorties. Bref, des journées presque ordinaires où parfois il ne se passe pas grand-chose, mais témoin de l'évolution du métier, de la mission des pompiers. On est maintenant à près de 80% d'intervention de secours à personne, alors qu'au départ, c'était que l'incendie. Donc l'évolution a été importante. On a beaucoup évolué dans nos formations pour faire face à ces sollicitations nouvelles. Beaucoup évolué aussi dans nos relations par rapport aux autres. L'hôpital, il y a 30 ans, on avait très peu de relations avec. Aujourd'hui, on se côtoie tous les jours et on discute. Et on évolue encore, et c'est récent, vers plus encore d'interconnexion avec la gendarmerie, les forces et la police pour le maintien de l'ordre. Départ EPA. Mais alors que tout était calme, une alerte, un départ, la vie des sapeurs-pompiers, de Martial Mitou d'ailleurs. C'est assez incroyable. Voilà ce que l'on voit au travers les lunettes d'un casque de pompier. Ça, c'est ce que vous voyez, Philippe Besson, derrière les lunettes? Exactement. Et vous voyez comme ça. Ok, très bien. Merci à Carole de nous montrer ce que l'on voit derrière ces lunettes qui vous protègent évidemment. Alors, il y a des parents qui nous regardent, des grands-parents et leurs enfants, leurs petits-enfants disent « Moi, j'aimerais bien être pompier quand je serai plus grand ». Quels conseils vous pouvez leur donner? Déjà de prendre contact avec le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne, notamment le directeur départemental, peut-être demander l'autorisation. Dans chaque département de Nouvelle-Aquitaine, on peut prendre contact avec le SDIS, avec le département, service départemental. Demander l'autorisation pour visiter le centre de secours, profiter de journées portes ouvertes pour aller prendre contact. Ouais. Et si vous voulez devenir sapeur-pompier volontaire, prenez contact également avec le SDIS. On se fera un plaisir de recevoir les personnes, de les renseigner, de leur donner tous les prérequis nécessaires et de les encourager à devenir sapeur-pompier volontaire. Oui, parce qu'on peut en rêver à 12 ans, mais on peut en avoir envie à 25 et on peut le devenir à 30. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge finalement. De 16 à 60 ans, vous pouvez devenir sapeur-pompier volontaire. Donc la porte est ouverte à tout le monde, à condition d'avoir les conditions physiques, médicales, bien sûr, et un peu de formation. Vous en savez beaucoup plus sur les pompiers. Et puis n'oubliez pas, les pompiers de l'urgence internationale, vous pouvez les aider. C'est une ONG. Ils ont besoin de vous. N'hésitez pas à visiter leur site internet. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Philippe Besson. Merci, mon colonel. C'est pas tous les jours que je dis ça sur ce plateau et ça me rend très fier. Ça fait 20 ans que je connais Philippe Besson et je peux vous dire qu'il n'a rien perdu de son engagement pour les autres. Et voilà, je voulais vous dire que des hommes comme vous, c'est pas tous les jours qu'on en croise sur des plateau télé, et moi à chaque fois que vous êtes sur ce plateau, ça me rend très fier, vraiment très très fier d'être le trait d'union entre vous et ceux qui nous regardent.